Bonjour à toutes et bonjour à tous. Et merci d'être présent pour cette discussion autour de l'histoire mondiale de la France, un livre qui a fait parler de soi depuis maintenant 9 mois, qu'il est sorti en librairie aux éditions du Seuil, un livre collectif. Alors la particularité de ce livre, c'est que théoriquement, je suis modérateur, mais je suis aussi participant à cet ouvrage, donc j'aurai une position un peu plus délicate qu'à l'habitude et qu'à l'accoutumée dans ce type de débat. Donc, commençons par peut-être cette discussion donc, avec Pierre Saint-Garavelou, qui a participé évidemment au livre, avec François-Xavier Fauvel également, qui était présent dans cette histoire mondiale de la France, avec Bénédicte Giraud, qui est professeur à l'ESP de Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est comme ça qu'on dit ? Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines, avec Yann Potin, qui est un des participants et co-concepteurs de l'ensemble comme Pierre Saint-Garavelou de ce travail, avec Patrick Boucheron, qui en a été l'initiateur. Alors, commençons peut-être avec vous, Patrick Boucheron, sur l'aventure rapide, comme une sorte de raid un peu rapide en édition et en histoire de ce travail lancé rapidement, réalisé rapidement et au succès assez fulgurant depuis maintenant 9 mois. Quel était le principe de base pour tous ceux qui seraient ici, qui ne l'auraient pas encore eu entre les mains ? Bonjour à tous, merci d'être là. Oui, vous l'avez dit, c'était la rapidité d'exécution faisait partie du projet. Il s'agissait, dans un contexte assez particulier, on a commencé à réfléchir à, au fond, ce qui n'était pas un manifeste, mais simplement, je dirais, une manifestation. De la manifestation, elle a sans doute l'aspect collectif, joyeux, peut-être un peu bruyant, mais certainement pacifique. Et l'idée, c'était de manifester ce que c'est aujourd'hui pour les historiennes et les historiens d'écrire l'histoire. Tout le reste est venu après. Les intentions politiques, idéologiques, et qui ont été d'une certaine manière si obsessionnellement mises en avant dans l'histoire de la réception du livre, dont on pourra parler, mais dont il faut dire qu'elle a un rapport avec le livre, indéniablement, mais que ce rapport est quand même distant. Voilà, c'est séparé. Si je veux revenir effectivement aux intentions premières, je dois faire un effort, tant évidemment la réception depuis lors fait écran. Mais je me souviens, et on va pouvoir en discuter, même si nous souhaitons effectivement parler davantage de l'avenir que du passé, même si là c'est un passé récent. Je me souviens effectivement de notre état d'esprit à la fin 2015, à un moment effectivement où on avait différentes raisons de ressentir avec acuité, avec intensité, la nécessité, au fond, de reprendre pied les historiennes et les historiens dans un débat public et de trouver... Un débat public et pré-présidentiel. Il faut dire aussi que ça... Oui, alors il y avait l'idée, effectivement, qu'on allait, c'est venu après, on allait sortir en janvier 2017, et à un moment où, d'une certaine manière, la conscience historique pouvait être aiguisée par l'attente d'une échéance politique qu'on pressentait décisive. Il ne s'agissait pas du tout d'intervenir dans le débat public, mais de saisir, au fond, un horizon de réception qui pouvait, au fond, prêter l'oreille ou l'attention à ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire, je le répète au départ, un projet qui n'est pas politique, mais qui est narratif, trouver le ton, l'allure, l'entrain, l'élan pour réconcilier l'art du récit que l'on trouvait absolument fondamental à restaurer, mais sans rien lâcher de la pensée critique qui fait l'ordinaire de notre métier. Alors un récit, Yann Potin, qui, et c'est une des principales critiques qui lui a été faite, prend en compte la question du décousu d'une certaine façon, c'est-à-dire qui saute par-dessus des périodes historiques pour rejoindre comme dans un gué d'autres endroits où on est au sec. Enfin au sec on ne l'est pas vraiment parce qu'effectivement à chaque fois il y a un questionnement, une façon de se dire que de se demander si la date que l'on a choisie est la bonne date, mais d'une certaine façon de ne pas écrire un récit continu de cette histoire mondiale de la France. Alors,
décousu, continu, discontinu, cousu. Oui. Bon, il y a tout. Tout ça, Il y a c'est tout des après affaires vous de prenez. textile et de texte. Non, mais c'est vrai. La couverture est cousue, ça c'est certain. Non, très sérieusement, évidemment, il y a cette apparence d'éclatement, d'histoire en miettes, dirait Pierre Nora en 1973, mais en fait, fondamentalement, c'est une façon de mettre en valeur le fait que toutes les histoires de France, qu'elles soient mondiales, nationales, régionales, mettent en scène une couture qui ne dit jamais exactement au nom de quoi elle parle. Et très souvent, le fil, pour me filer la métaphore, le fil qui permet de coudre n'est pas tout à fait avoué, explicite, ou au contraire, parfois, il l'est trop. Donc, c'est une histoire, je dirais, que je qualifierais d'abord de collective, et que la collectivité, le collectif, nécessairement suppose une diversité qu'on peut appeler comme une découture. À l'inverse, c'est aussi une façon d'inviter tous les personnes qui ont peut-être déjà une idée de ce récit multiple et continu qu'on appelle l'histoire de France à participer à ces travaux de couture ou de découture. Donc en fait, le récit est tout à fait continu, précisément parce qu'il suit la chronologie. On a eu l'impression où souvent il a été évoqué mais il n'y a pas, et il n'y a pas, et il n'y a pas, il n'y a pas Jeanne d'Arc. Mais en fait, si elle y est, mais elle s'appelle pas forcément, elle n'est pas taguée Jeanne d'Arc. Alors à l'ère où il faut de toute façon tout surligner pour pouvoir apparaître, en effet, c'est peut-être plus compliqué. Tout n'y est pas, mais tout n'y est jamais. Là, c'est surprenant. Là, c'est bien. Là, bah, je pense qu'on peut arrêter maintenant parce qu'effectivement. Bon, ouais, donc tout n'y est jamais. Pierre Saint-Garavelou, il y a un adjectif mondial, effectivement, et cet adjectif, il est important parce que il prend en compte à la fois une historiographie qui est relativement récente, enfin, mettons, 2 ou 3 décennies, mais en même temps, il joue sur le flou de sa dénomination. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle d'histoire mondiale, on ne sait pas, est-ce qu'on fait une histoire du monde au 19e siècle, ce que vous avez fait? Est-ce qu'on fait une histoire du monde au 15e siècle, ce que fait Patrick Boucheron? Est-ce qu'on fait une histoire mondiale? Est-ce qu'on fait une histoire globale? Tout cela, c'est un peu flou pour une quantité de lecteurs qui ne savent pas très bien déterminer ce qui est l'histoire connectée, l'histoire globale, l'histoire mondiale, l'histoire du monde, etc., etc. Oui, alors il ne s'agit pas d'une entreprise sectaire, il s'agit d'une œuvre accueillante. Et donc l'idée était de restituer aujourd'hui le maximum d'approches historiographiques nouvelles qui sont souvent désignées sous cette étiquette un peu très générale, cette boîte noire de l'histoire globale. Donc il y a bien sûr l'histoire connectée, celle qui s'applique à étudier les circulations, les interactions par le bas, sur parfois de longues distances, l'histoire transnationale, qui est un peu une histoire connectée, qui concerne l'histoire plus contemporaine, à partir de l'époque des États-nations, l'histoire impériale, l'histoire coloniale, l'histoire atlantique. Donc on a essayé de montrer en quoi le reste du monde pouvait traverser la France à certaines époques, et comment, évidemment, la France avait pu influencer le destin de ses pays voisins, de pays plus lointains. C'est tout simplement ça, c'est prendre en compte ce renouveau historiographique qui est très vivant dans le domaine académique, mais auquel le lectorat a assez peu accès. Oui, mais vous tentez de dire qu'il y a là, disons, une sorte de flèche égale, comme dans une balance, entre d'un côté ce que la France apporte au monde et ce que le monde apporte à la France. Vous savez bien que dans les critiques qui ont été faites de cet ouvrage, il y a l'idée que la flèche penche plutôt d'un côté, ce que le monde apporte à la France, que ce que la France a apporté au monde, ce qui, d'une certaine façon, est une tradition historiographique très ancienne, qui correspond à la tradition historique de la Troisième République, de la question de la mission civilisatrice, etc., de la France. Oui, alors il y a deux choses. D'abord, nous, on ne s'inscrit pas dans une histoire qui serait un bilan moral, financier, comptable, des influences extérieures, intérieures. Je pense que ce n'est pas du tout notre approche. On se focalise sur les interactions. Alors évidemment, ces interactions vont dans les deux sens. Elles évoluent en fonction des périodes considérées. Évidemment, le 19e siècle, c'est un grand siècle de la franco-balisation, de cette mondialisation à travers l'expansion de la France dans le monde. Et puis il y a évidemment de très nombreux effets retours dans les métropoles françaises, dans les campagnes aussi de notre pays. Voilà, c'est plutôt l'idée que cette histoire mondiale de la France, elle ne se suffit pas à elle-même.
De la même façon qu'une histoire nationale de la France n'était pas suffisante, ce sont deux types d'approches qui sont interdépendantes. Une approche globale permet de déstabiliser nos catégories habituelles de l'entendement historique, la façon dont on a étudié, par exemple, la construction lente et progressive de l'État-nation France. De la même façon que notre histoire mondiale de la France ne peut pas se passer des monographies locales, nationales, qui ont été patiemment accumulées pendant des décennies. Enfin, je veux dire, ce ne sont pas deux approches qui s'opposent, elles sont éminemment complémentaires. Alors, une autre des critiques, François-Xavier Fauvel, qui a été faite à cet ouvrage, c'est le choix fait des dates qui permettaient de servir d'entrée. Et évidemment, il y a, selon certains des commentateurs et des critiques très féroces de cet ouvrage, des choix qui sont provocateurs, qui sont d'une certaine façon des choix qui interdisent d'une certaine façon de s'inscrire dans une longue tradition de l'histoire de France. Bon, prenons l'exemple que vous avez choisi d'une certaine façon, cet exemple qui est, plutôt que de parler de 732, ce qui m'intéresse parce que je suis poitevin, de parler de 719 par exemple. Merci pour cette question. À la différence de Patrick, Yann et Pierre, je ne suis qu'un contributeur dans cet ouvrage. Donc là, je ne peux parler que de mon point de vue, voilà, d'historien qui a été invité dans ce projet. Et dire en deux mots, filer une autre métaphore, une autre allégorie que celle de Yann tout à l'heure qui parlait qui filait la métaphore textile. Je vais prendre une autre métaphore pour expliquer comment j'ai compris ce projet et comment je m'y suis inséré. C'est la métaphore de la généalogie. Il y a plusieurs façons de faire sa généalogie, de lire sa généalogie. On peut faire comme souvent, dire descendre de l'ancêtre qui nous a transmis son nom et son patronyme, descendre vers le bas, et puis en quelque sorte faire la liste, machin a engendré bidule, qui a engendré truc, qui a engendré, etc., jusqu'à moi. Bon. Ça, c'est transposé en histoire de France, ça c'est le roman national. Ça c'est le récit linéaire de l'histoire de France. C'est le récit chronologique qui reconnaissable, enseignable. Le français ou la française d'aujourd'hui, et on descend ensuite vers... Voilà. Mais il y a d'autres façons de faire. On peut dans notre art généalogie, on peut partir d'aujourd'hui, remonter dans le temps en suivant d'autres embranchements que cette lignée centrale, qui n'est pas spécialement plus importante qu'une autre. Enfin, je veux dire, on peut remonter à chaque embranchement, aller chercher d'autres alternatives, des lignées alternatives. Bon. Et puis remonter à la même distance et trouver d'autres ancêtres qui ont joué le même rôle dans notre histoire, mais qui n'ont pas été tenus pour égaux dans la narration habituelle de l'histoire de France. En faisant ce jeu-là et en remontant l'arborescence, on va chercher une histoire mondiale de la France, comme on va chercher une histoire mondiale de soi lorsqu'on remonte cette arborescence. Et puis en descendant en sens inverse, on peut là aussi jouer de ces aiguillages, voilà, et puis s'amuser à prendre d'autres aiguillages et aller chercher là, le rôle de la France dans le monde. C'est ça que moi que j'ai trouvé intéressant dans ce livre, c'est de s'amuser à déjouer la narration habituelle, qui n'est qu'une des narrations possibles de l'histoire de France, et essayer de descendre et de remonter, et de raconter voilà, l'histoire de France comme une négociation avec notre généalogie. Oui, vous n'avez pas répondu à ma première question. Vraiment, 719 plutôt que 732. Il me semblait avoir répondu de façon allégorique. Est-ce que ça vous gêne de répondre à cette question ? J'ai répondu de façon allégorique à cette question. Alors, plus concrètement, on avait pourtant donné comme consigne de ne pas provoquer. Plus concrètement, ce qui m'a intéressé dans 719, c'est de pouvoir l'aborder en historien africaniste que je suis. Bon. J'ai été invité par les coordinateurs de cet ouvrage comme historien africaniste. On m'attendait évidemment sur une date africaine de la France ou sur une date de la France en Afrique. On m'attendait sur quelque chose comme ça. C'est exactement ce que je ne voulais pas faire, évidemment. Mais je voulais m'intéresser à une date de l'histoire de France en historien africaniste. Et ce qui m'intéressait dans 719, c'était qu'on avait un site archéologique
à Russino, près de Perpignan, dans lequel on trouvait des traces archéologiques qui étaient du même ordre que celles qu'on peut trouver du côté sud du Sahara, au Sahel. Bon. Je trouvais intéressant de porter un regard d'historien africaniste sur ce rivage nord de l'extension du monde arabe et d'essayer de voir ce que ça apportait de changer le regard, c'est-à-dire d'apporter un regard africaniste sur une périphérie de l'histoire de l'histoire de France. Il se trouve que Russino, parce que c'est le nom de ce site archéologique, est intéressant parce qu'il y a des traces archéologiques, voilà, ce qui n'est pas le cas de la bataille de Poitiers. Bon, d'accord. Bénédicte Giraud, vous êtes spécialiste d'histoire de l'éducation et donc professeur à l'ESP à Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Cet ouvrage-là, maintenant il est sorti depuis 9 mois. Qu'est-ce qu'on peut en faire quand on est un professeur? Comment peut-on l'utiliser? Est-il utile, justement, dans son approche pour un professeur aujourd'hui? Et d'ailleurs, se sont-ils emparés, ces professeurs, du secondaire en particulier, d'un ouvrage comme celui-ci? Alors, 9 mois. 9 mois, c'est quand même court. Non, bien sûr. 9 mois, c'est court. Je pense que les enseignants l'ont eu entre les mains, s'en ont saisi d'abord comme tout livre d'histoire, d'abord pour nourrir leurs réflexions, pour actualiser leurs connaissances, pour donner des idées, alors là, en plus, pour décaler le regard, pour introduire un certain nombre de renouvellements historiographiques. Mais c'est un objet un peu non identifié, parce qu'il fait peur. Il fait peur parce qu'il est polémique, et donc c'est un peu suspect d'éducation nationale. Donc il y a cette dimension-là. Dimension aussi, même s'il a été labellisé par le ministère, sur le site du SCOL de la DGESCO, il y a bien une ressource à lire. Mais c'est donc la première utilisation pour nourrir ses cours. La deuxième utilisation, et ça c'est la force pédagogique du livre, c'est qu'on est dans une forme très traditionnelle de l'histoire scolaire. On prend des dates, il y a un projet narratif, il y a des objets, c'est extrêmement incarné. Et donc, c'est un répertoire d'études de cas que l'on peut étudier aussi bien en CM1, en primaire, jusqu'en terminale. Mais je pense que le plus important, et je pense que les enseignants du secondaire vont s'en saisir, et pour ma part, je m'en saisis comme outil de formation avec les professeurs des écoles à l'ESP, c'est de donner à lire des textes d'historiens. On a le contrat de départ, un texte court, 5 pages, sur une date qui déploie un fil narratif avec des emboîtements d'échelle et des styles d'historiens extrêmement différents, parce qu'on a des notices très, très classiques ou des notices plus originales, comme celle de mon voisin, qui donnent à lire ces styles différents, mais où partout, on peut dégager les caractéristiques de ce qui fait qu'un texte d'histoire, c'est-à-dire les sources, l'interprétation, la convocation d'autres sources, alors, l'absence de notes élimine ce côté feuilleté du texte d'historien qui est une caractéristique importante, mais donner à lire aux étudiants, aux élèves et au lycée, on peut le faire, et je pense que c'est tout aussi efficace. C'est différent, mais pour travailler Bac-3, Bac+3, il y a beaucoup d'enseignants qui sont ici. C'est important qu'ils viennent à l'université, qu'ils voient un cours d'amphi, mais pour des élèves, des lycéens qui se destinent aux sciences sociales, qui lisent ces textes. Là, et c'est difficile de trouver des textes d'historiens où il est possible de les mettre à portée des collégiens, des lycéens, alors là surtout des lycéens. Ils sont lisibles, ces textes. Parfois, c'est difficile. Yann Potin, très difficile. Alésia, 52 avant Jésus-Christ. Déjà, il ne faut pas le faire quand on fait l'Antiquité. Il faut le faire quand on fait le 19e siècle, sinon on ne comprend rien. Les élèves, c'est difficile. Il y a des notices. Désolée. Ouais. Il y a des notices, pour l'avoir expérimenté directement, il y a des notices qu'il faut retraduire pour que les élèves comprennent. Mais il y a des notices qui sont extrêmement abordables. Vous prenez moins 500 VIX, le trésor de Vix, c'est limpide. Et pour montrer ce que c'est, alors c'est de l'archéologie là, mais ce que c'est que la démarche, c'est d'un historien. Là, on donne des outils aux élèves pour voir ce que c'est quand un historien parle ou quand d'autres personnes
se réclamant de l'histoire, produisent un récit qui là a plus attrait à l'imaginatif, à l'imagination, à un certain une épopée, alors que là, on est dans une science dans la diversité des styles. Je pense que c'est un pari important. Quand même, bon, d'abord, vous allez reprendre votre copie, Hélène Potin, mais ensuite, il y a une deuxième chose dans cette histoire, c'est que c'est compliqué tout de même de faire à la fois l'histoire d'une date ou d'un événement et l'historiographie de ce même événement. Parce que c'est aussi ça le principe de cet ouvrage. C'est non seulement de raconter une date, et donc tous les faits qui sont afférents à cette date, mais aussi la façon dont cette date a traversé l'histoire jusqu'à nous, ou d'une certaine façon n'a pas traversé l'histoire, et on va la rechercher pour pouvoir la ramener vers nous. Donc il y a cet aller-retour permanent qui doit être assez complexe à faire comprendre à des lecteurs qui sont plutôt habitués à ce qu'on leur dise il y a une date, cette date nous raconte une histoire, et on va vous raconter cette histoire, point barre. Merci. Moi, je termine mes phrases comme Yann Potin, c'est-à-dire je laisse mon interlocuteur dans une sorte de souffle. Bon, ouais. Alors d'abord, merci Bénédicte, parce qu'effectivement, je pense que le texte n'est pas du tout lisible. Non, c'est pas ça que non, mais c'est dit. vrai. Non, mais moi, Il est extrêmement lisible. D'ailleurs, il ne s'est pas compris soi-même. Il est très référencé. Non, mais il est. Alors, ça crée un peu un pont avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que quand même, en admettant que là, on ne parle pas que ce livre s'adresse, disons, à ce qu'on appelle le grand public cultivé et un peu plus. On suppose, et d'ailleurs c'est aussi les réactions qu'on a eues au moment des échanges dans les librairies, que tout le monde a déjà entendu parler d'Alésia. Or là, on tombe sur un cas où il faut faire avec les idées reçues. C'est le dictionnaire des idées reçues à l'envers. Alors, et je dois dire, et c'est pas pour rien que c'est un des coordinateurs qui a pris en charge cette date, parce que je ne suis pas spécialiste d'Alésia, donc déjà, voilà. Et de toute façon, je me demande qui est spécialiste d'Alésia, mais voilà, j'ai quelques réponses, mais voilà. Un grand médiateur de l'histoire, en tout cas. Voilà, tout à fait. Il y a Franck Ferrand qui est spécialiste d'un Alésia, l'autre, celui du Jura. C'est ça, d'ailleurs, déjà, on pourrait d'ailleurs s'arrêter là, puisque en fait, Alésia, on peut le mettre à peu près... Alésia est si peu réel qu'il est reproductible. Alésia est nulle part et partout. Voilà. Non, mais sérieusement, c'est là, pour le coup, comme la date n'est pas très loin au début du livre, on l'a souvent... elle a été un peu convoquée comme ça. Parce que vous pensez que les gens ne lisent pas les livres en entier, c'est ça? Les journalistes. Les autres, normalement, ils les lisent. Le public lit les livres, mais pas les journalistes, ils n'ont pas le temps, c'est normal. Puis un livre chasse l'autre. Donc, en l'occurrence, c'est vraiment l'exception qui confirme la règle par rapport à tous les autres textes. Il n'y a quasiment pas d'autres textes, et je le dis pour tous ceux qui n'ont pas encore lu le livre et qui voudraient l'acheter parce qu'il est à côté. C'est aussi illisible. Donc voilà, c'est un... non, mais c'est-à-dire qu'il est doublement lisible et illisible à la fois. C'est-à-dire que, effectivement, pour le lire, le lecteur qui n'aurait même jamais entendu parler d'Alésia, bon, c'est vrai que c'est embêtant. Mais en dehors de ça, la plupart des auteurs n'ont pas fait ce double chemin qui marche d'autant plus, à mon avis, avec Alésia, que là, on touche sur ce qui est depuis pas très longtemps, et en fait, je fais la jeunesse de ça, est considéré comme l'an 1 de l'histoire de France, qu'elle soit mondiale, démondiale, tout ce qu'on veut, enfin l'an 1. Ouais. Donc, c'est comme faire l'histoire de la crucifixion. Forcément, on est un peu obligé de prendre en compte une part du mythe, et il se trouve que ce mythe date du 19e siècle, et de fait, Vercingétorix, c'était un Christ national. Et ça... c'est pas moi qui le dis, c'est des dizaines de commentateurs, à commencer par Christian Goudineau et de vrais spécialistes d'Alésia qui ont tout bien montré que la question donc voilà de la défaite nécessaire est au cœur de la compréhension et de la transmission d'Alésia, qui n'est pas une date qui a été transmise dans le temps. C'est surtout ça. Oui. Elle surgit au 19e siècle. Patrick Boucheron, parce que vous avez vu la fine équipe, hein, j'espère qu'un peu plus d'indulgence va surgir de simplement la constatation avec qui j'ai dû travailler. Mais en même temps, le principe de responsabilité voudrait que vous ayez choisi celui avec qui vous avez travaillé. Donc, non, mais cette question tout de même, c'est quand même que on a l'impression quand même que à un moment donné,
une certaine déconstruction de l'histoire nationale a conduit à prendre le château fort en Lego et à le mettre entièrement par terre. Une des questions a été depuis longtemps, est-ce qu'on le reconstruit et comment le reconstruit-on? Est-ce que c'est un mode de reconstruction du récit national, Patrick Boucheron? Vous avez vu effectivement avec les deux dates, deux possibilités narratives. Il y en a bien d'autres. Bénédicte a raison, d'une certaine manière, nous n'avons pas été avec les coordinateurs. D'ailleurs, il faut citer les autres, Nicolas Delalande et Florian Mazel, qui est ici, et que je salue bien bas, donc, qui ont beaucoup travaillé effectivement à penser l'architecture générale de ce livre, mais qui n'ont pas été jusqu'à lui imposer une unité de ton, ce qui effectivement fait collection, au fond. C'est une anthologie des écritures possibles de l'histoire. Nous avons quand même tenté d'éliminer d'un discours au second degré qui serait uniquement destructeur justement des idées reçues. Et Yann, quand tu parles de Alésia, souvent tu rappelles en public que c'est presque une exception dans le livre, puisque nous avons plutôt fait pris le parti de François-Xavier Fauvel, celui de Wittgenstein, quoi, ce dont on ne sait rien dire, mieux vaut le taire. Donc, ce qui n'existe pas n'a pas le droit à sa date. Bon, mais là, avec Alésia, on est évidemment dans une narration plus complexe, parce que c'est une narration entièrement au second degré de déconstruction en fait d'un mythe. C'est précisément parce qu'on n'avait pas envie de faire la même chose avec Poitiers qu'on n'a pas parlé de Poitiers. Mais évidemment, on aurait pu le faire aussi. Mais évidemment, ça, c'est l'autre histoire, celle qu'on met pour l'instant à distance. Mais on peut effectivement répondre à toutes les questions sur la réception. On voit très bien qu'il est devenu difficile de faire comprendre qu'on n'écrit pas des livres pour en remplacer d'autres, qu'on n'écrit pas quelque chose pour taire ce dont on ne parle pas. Et que si on ne dit rien d'un événement, c'est pas parce qu'on a une rancœur à son égard ou quelque chose à cacher. Voilà. Je remarque d'ailleurs que c'est toujours obsessionnellement, sur les presque 150 dates que 122 historiennes et historiens ont proposées, c'est toujours presque obsessionnellement que le débat s'acharne sur quelques-unes. Et la manière dont on a traité allègrement de la guerre de 100 ans, sans parler d'une autre bataille de Poitiers, elle qui a bien eu lieu, sans parler de la bataille d'Azincourt, etc. Ça, effectivement, ça passe complètement à la trappe. Bon, et donc, il y a aussi, c'est tout à fait intéressant du point de vue de l'histoire de la réception, un étrécissement sur un certain nombre de pommes de discorde. Lesquelles ? Par exemple, effectivement, la Seconde Guerre mondiale, mais aussi, pas seulement, la bataille de Poitiers, et également, ce qui est apparemment plus surprenant, la préhistoire, le fait d'avoir fait commencer le plus tôt possible dans l'échelle du temps cette histoire avec la grotte de Chauvet, a plutôt fait, je trouve, pour l'attractivité du livre, parce que au fond, c'est plutôt... Voilà, les gens aiment bien qu'on leur parle de préhistoire, mais c'est ce qui a suscité, étonnamment, le plus d'agressivité dans la polémique. Alors, c'est pour ça qu'au fond, ce livre se situe après la déconstruction. Voilà. C'est ça l'idée. C'est-à-dire que, sans évidemment proposer un livre absolument définitif, et c'est loin d'être le cas, et encore une fois, évidemment, Yann a raison de dire qu'on supposait un certain nombre de choses connues, mais que dès lors qu'on le vend bien plus que ce qu'on avait imaginé, c'est un succès éditorial, et que tout succès éditorial est un malentendu. Donc c'est un malentendu, inévitablement. Oui, voilà. C'était Henri Michaud qui disait au-delà de 500 lecteurs, il y a forcément malentendu. Oui, voilà. Et donc on est désolé, quoi, effectivement, mais en même temps, nous sommes ici, à Blois, pour savoir, et c'est plus qu'un savoir, c'est un engagement, qu'il n'y a pas de limite supérieure à la diffusion du savoir. Il n'y a pas un endroit où on doit s'arrêter. Il n'y a pas des mains qui ne sont pas dignes de porter un livre d'histoire et dans lesquels on ne devrait pas les mettre. Donc évidemment, ça fait une réception qui est proprement incontrôlable,
Mais c'est tant mieux. Et c'est maintenant que ça commence. Voilà. Et peu importe le livre. Aujourd'hui, je suis heureux d'entendre Bénédicte parler de la manière dont tout ça va être réapproprié. Nous ne souhaitons rien d'autre que d'être surpris par ces réappropriations. Et on ne cherche absolument pas à les contrôler ou à les limiter. Bénédicte Giraud, sur ces questions justement de réappropriation possible. Sur ces questions, il y a l'appropriation, enfin sur la préhistoire. D'abord, je vais rebondir sur la préhistoire. Pour nous, pour nous, quand je dis nous, c'est les enseignants en général. C'est une chance que vous ayez accordé cette place à la préhistoire. Il faut savoir que certains préhistoriens aujourd'hui se réclament d'être historiens et veulent faire sauter le verrou, disons, construit au 19e siècle en particulier, entre préhistoire et histoire, avec la question de l'écriture. Et on va dans ce sens, c'est-à-dire que les nouveaux programmes, les programmes actuels, ont réintroduit la préhistoire en 6e, que y a le premier thème en CM1, c'est et avant la France, donc c'est toute cette histoire. Et là, c'est en plus, c'est les notices, ces notices-là, comme on a peu de sources, et qui a peu d'épaisseur historiographique, comme on pouvait prendre l'exemple tout à l'heure pour Alésia, c'est vraiment des notices qui sont extrêmement abordables et riches. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, par rapport à ce qui a été dit, c'est d'abord, Yann, c'est pas vrai, c'est pas qu'il est illisible, c'est juste qu'il y a une diversité, c'est juste que c'est difficile, mais c'est pas illisible. En revanche, ce qu'on a, c'est qu'on a un répertoire de dates, mais on a aussi un répertoire d'opérations, de gestes d'historiens. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, pour Alésia, on a cette interrogation sur l'historiographie. On peut illustrer ce que ça veut dire contextualiser. On prend, je sais pas, 1882, Renan, la capacité de recontextualiser ce discours sur la nation à ce moment-là. Là, on peut montrer aux élèves très clairement ce que ça veut dire contextualiser et la signification que ça donne à une source. Sur les emboîtements d'échelle, bon, ça n'en parlons pas, il y en a en veux-tu, en voilà. C'est-à-dire que si on prend tous les gestes de l'historien, comme vous avez laissé cette liberté et qu'il y a un peu d'espace, vous avez dû sélectionner, chacun plus ou moins consciemment, ce que vous mettiez en avant dans votre travail d'historien. Et là, on a ce répertoire qui est aussi très riche d'un point de vue didactique. Sans compter que ce format a plein de points de connexion avec le programme dans tous les endroits. Donc ça laisse une grande liberté. Pierre Sagarelou, à propos justement de cet emboîtement d'échelle dont vient de parler Bénédicte Giraud, c'est une des particularités justement de cette question de l'histoire mondiale. Et une des craintes, c'est évidemment de voir la nation, la France, se diluer justement dans cet emboîtement d'échelle. C'est-à-dire comment préserver quelque chose d'uni, d'une certaine façon, à partir du moment où on déconstruit ou défait cette unité en le reliant au monde entier et avec des échelles plus élevées que l'échelle nationale. Oui, des échelles plus élevées ou alors à plus grande échelle, à plus petite échelle et à plus grande échelle, Oui. parce qu'il s'agit aussi d'appréhender les histoires locales, translocales, régionales, etc., au sein de l'espace, du territoire français. L'idée, je l'ai dit tout à l'heure, c'était de mieux comprendre. C'est pour ça que le mauvais procès qui nous a été fait nous a surpris au début. C'est-à-dire, c'était précisément de mieux comprendre la lente et progressive construction de l'État-nation au XVIIIe, XIXe siècle, notamment. Mais pour revenir sur les enjeux pédagogiques dont vous parliez, de l'emboîtement des échelles, ce qu'on a essayé de prendre en compte dans cet ouvrage, c'est notamment l'apport de l'histoire globale, vous en avez parlé, l'histoire coloniale, de l'histoire impériale de ces dernières années, qui démontre qu'on ne peut plus étudier séparément une histoire métropolitaine, notamment à partir du XVIIIe siècle, et puis l'histoire des colonies et de l'Empire. Donc c'est les fameuses histoires impériales qui permettent d'embrasser d'un même regard les circulations et les interactions entre les colonies et la métropole, mais aussi entre les différents espaces coloniaux, par exemple avec des travaux très intéressants sur les relations entre le Vietnam et l'Algérie, par exemple. Et puis c'est surtout le fait que cette histoire du fait colonial, elle a été enseignée très longtemps dans les collèges et les lycées, et les universités surtout, suivant une grille un peu caricaturale, disons caricaturale a posteriori, qui est celle d'une opposition idéologique entre des historiens conservateurs qui défendaient l'œuvre impériale et coloniale française, et en face des historiens, disons, soit critiques, soit tiers-mondistes, qui s'appliquaient à critiquer ce bilan. Le problème, c'est que ces deux écoles, en fait,
possédaient la même vision du monde, la même vision du fait colonial, c'est-à-dire qu'ils étaient omnibulés par l'omnipotence et l'omniprésence de la domination coloniale française. Depuis 20 ans, des dizaines d'historiens français, africains, américains eh bien, démontrent que les populations entre guillemets indigènes, les sujets colonisés, ont possédé des capacités d'action, ce qu'on appelle l'agency, c'est-à-dire d'autonomie, ont vécu aussi à côté de la colonisation qu'elles ont largement ignoré, hein, ce fameux doublage des sociétés, hein, de ces millions d'Africains et d'Asiatiques qui n'ont jamais vu un administrateur colonial. Bon. Et ça, c'est quand même quelque chose de très important à intégrer dans notre façon d'enseigner l'histoire de France, l'histoire de la colonisation française aujourd'hui. François-Xavier Fauvel, une des difficultés, c'est qu'effectivement, on se heurte, certains disent au roman ou à un récit constitué, qui a du mal, d'une certaine façon, à se défaire, qui a du mal, et qui, d'une certaine façon, chez chacun d'entre nous, persiste encore sur certains faits ou certaines périodes de l'histoire que l'on n'a pas encore eu le temps, personnellement, de réaborder avec une nouvelle grille d'analyse, etc. Donc, on voit bien combien les résistances qu'il a pu y avoir à cette entreprise viennent aussi de la persistance de vieux schémas qui sont là et qui sont très forts parce qu'ils sont liés à un imaginaire, ils sont liés à des récits, ils sont liés à des images, ils sont liés aussi bien au chocolat poulain originaire de Blois et aux images qui étaient à l'intérieur de ces plaquettes de chocolat qu'aux films qu'on a vus et qui finissent d'une certaine façon par faire sédimenter à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et le travail des universitaires que vous êtes, c'est justement peut-être de re-questionner ces questions-là, mais avec une force de l'imaginaire qui est derrière. Oui, mais comme disait Patrick tout à l'heure, aucun des auteurs ne s'est mis en tête de rédiger sa date pour en effacer une autre. Bon. Et l'idée, c'était... Mais même si on n'efface pas une date, il y en a une autre à côté dont on peut se demander pourquoi elle n'est pas là, et Bien donc sûr. Pourquoi on ne l'a pas choisie, et pourquoi on a préféré celle-ci à celle-là. Bien sûr, mais voilà, il y avait clairement cette idée parfois de relativiser certaines dates. Il faut pas oublier que... et ça fait partie du projet. Toute date a une date, c'est-à-dire que c'est pas de tout temps qu'on s'est dit que 732 était importante. C'est pas de tout temps que 1515 a eu du sens. Bon. Donc toute date, c'est Derrida qui dit ça. C'est dans Chibolette pour Paul Celan. C'est toute date a une date. C'est-à-dire que les dates sont fabriquées, les dates à un moment donné s'imposent, les dates sont oubliées et puis sont bon. Et chacun de nous a eu à jouer de ça pour relativiser certaines dates et puis montrer que d'autres seraient tout aussi valides, peut-être mieux, pour aborder un phénomène, pour réfléchir à une question, pour réfléchir à un épisode historique. Et en même temps, il fallait relativiser, il fallait apporter du concret, il fallait faire un peu d'historiographie, forcément. Et voilà. Mais c'est aussi une occasion. C'est aussi une occasion justement de Patrick Boucheron de faire en sorte que les dates en question fassent sens tout ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement l'effacement ou l'oubli de certaines dates qui précèdent. Il y a aussi l'idée qu'il y a un fil narratif. Et c'est d'ailleurs ce que les critiques de ce travail ont bien vu. Ils ont imaginé qu'il y avait une histoire alternative dans cette histoire mondiale de la France. Si on continue à justement parler du malentendu que le livre peut susciter, beaucoup de nos amis libraires disaient « Ah, il est bien votre dictionnaire ». Et moi, d'abord, ça me surprenait, et ensuite, après, ça m'a fait réfléchir. Personne ne songerait sérieusement à lire un dictionnaire du début à la fin par l'ordre alphabétique, qui n'est qu'un ordre d'usage. Ce livre, on l'a d'abord souhaité comme un livre, et donc il a été effectivement pensé pour défendre la cause des livres aussi, il faut le dire. C'est donc d'emblée un objet éditorial. Et à un moment, donc, dans les discussions, on a
des idées. Certaines, vous commencez à le mesurer, ne sont pas de bonnes idées, hein, évidemment. Et parmi ces très mauvaises idées, l'un d'entre vous, je ne veux pas dire lequel, a dit, au fond, on n'est pas obligé de les mettre dans l'ordre, ces dates. Il pourrait y avoir un logiciel qui fait que chaque exemplaire ait sa propre pagination, par exemple. C'était pas une bonne idée. Et ça, Séverine Nickel, notre éditrice, nous l'a rappelé. Mais on en a quand même gardé une trace de cette mauvaise idée en proposant à notre désorganisateur en chef, Yann Potin, de tracer des sentiers buissonniers à l'intérieur du livre. Et au fond, c'est vrai que la lecture que l'on suggère plutôt au début du livre est buissonnière. Elle est traversante, elle est rebondissante. Elle suggère de passer de la grotte Chauvet à 1940, parce que 1940, c'est aussi l'invention de la grotte de Lascaux, et puis ensuite d'aller en arrière à Lourdes, 1853, et puis ensuite... De la Dame de Vix au Chanel numéro 5. De Vix au Chanel, au numéro 5 de Chanel, à partir à la fois de renvois qui sont en bas des notices et aussi de ce qu'on a appelé les parcours buissonniers, où on peut avoir des propositions comme, par exemple, luxe, calme et volupté sur une certaine histoire du luxe français, où effectivement on a Chanel et la Dame de Vix. Bon, bref, ça veut dire que on suggère quand même que de cette histoire qui n'a ni fin ni commencement, eh bien, on peut quand même traverser librement. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas non plus des séquences. Et je veux dire aussi quelque chose dont on n'a pas parlé jusque-là, c'est qu'on n'a pas souhaité non plus complètement que le lecteur soit désemparé. On ne cherche pas à désorienter, on ne cherche pas à déchirer la frise du temps. On cherche à suggérer autre chose qui n'est pas gainé, si j'ose dire, dans une chronologie trop étriquée, mais enfin qui ait quand même un sens. À la toute fin, une fois qu'on avait ces différentes dates qui sont, vous l'avez compris, des événements de longue durée, on a proposé des séquences, 12 séquences, qui décalent tout de même les chronologies, qui ne les respectent pas, en tout cas les périodes académiques, qui proposent à partir de 1860, vous avez entendu Pierre Saint-Garavelou, ce que pourrait être une mondialisation à la française, où on aurait à la fois les pasteuriens, les missionnaires, où on aurait effectivement Lascaux et où on aurait Lourdes et l'Alliance française, bon voilà, mais aussi évidemment les guerres au loin. Bon, tout cela crée les conditions d'un séquençage que là encore on ne prétend pas imposé comme un nouvel ordre du temps, mais suggéré comme une manière de comprendre que de toute façon, cet ordre du temps, il est construit. Voilà. Oui, Yann Potin, il y a tout de même dans cet ouvrage une question qui se pose et qui m'a été posée juste avant ce débat par quelqu'un qui l'a lu assez savamment. Il s'est dit, un grand livre d'histoire ou un livre d'histoire qui... dur, d'une certaine façon, c'est une pierre de touche. Ce livre-là, il serait la pierre de touche de quoi? Est-ce qu'il est la pierre de touche d'un moment de l'historiographie française aujourd'hui, ou est-ce qu'au contraire, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, on ne dira de lui, et peut-être, que c'est un moment de succès éditorial d'une génération d'historiennes et d'historiens qui ont, à un moment donné, dit quelque chose sur la nation, la France, le pays. Merci. Je vois que je réserve mes... J'ai vraiment les meilleures questions, hein, c'est clair. Donc là, maintenant, vous avez compris, messieurs, dames, il s'agit donc de se projeter, vraiment d'être un devin, et donc de vous rendre compte, dans 50 ans, de l'oubli total ou au contraire de la monumentalisation de cet ouvrage. Vous êtes le seul, on l'a quand même dit, vous êtes le seul à avoir travaillé sur cet Alésia construit et reconstruit au 19e siècle. Donc c'était à vous que je réservais cette question. Non, mais merci beaucoup Emmanuel. Franchement, j'ai essayé de reprendre mes esprits et surtout d'y répondre. Je crois qu'il faut revenir aux formes attendues, si vous me permettez, et à ce que c'est que finalement, dans votre question, un livre d'histoire. Après tout, quand on dit un livre d'histoire, en fait, on revient à cette scène inaugurale
de l'histoire comme genre littéraire, c'est-à-dire genre d'auteur. Donc de ce point de vue-là, effectivement, la spécificité, c'est pas le premier livre collectif, loin de là, dans l'historiographie, mais il se trouve qu'il a adopté un mode, on va dire, d'équilibre entre les paroles des uns et des autres, qui me semble peut-être là, mais c'est une histoire éditoriale, Patrick l'a dit, qui me semble innovante en quelque sorte, ce qui ne veut pas forcément dire qu'elle elle sera donc éternelle, mémorialisée. C'est une expérience. Donc, comme toute expérience, elle n'est pas forcément, déterminée à faire école. Et on serait bien. Souvent, on nous demande, et alors, c'est quoi la suite? On a du mal à l'imaginer. Parce que précisément, pour pouvoir faire une suite, il ne faut surtout pas. Il y a eu Rambo 2. Voilà, il ne faut surtout pas faire l'histoire mondiale de la France 2. L'histoire mondiale de la France 2. Faut pas se copier, il ne faut pas faire un genre, justement. Sinon, ce n'est pas une expérience. Ça devient une académie. Or, je ne crois pas que les auteurs qui sont réunis sont une future académie, même s'il y a des gens très académiques, hein, je crois, dans cette aventure. Ce n'est pas une académie à venir, même si des académiciens peut-être tremblent sur le risque de leur fauteuil. Mais je veux dire, l'académie, c'est une affaire de fauteuil. C'est vraiment une pique tout à fait inutile. Ah non, mais les académies, c'est un mot générique. Hein. Oui. Il y a plusieurs académies. Et donc, il y a tout de même des tentatives qui ont été inspirées à l'étranger de ce travail-là. C'est le patron qui reprend la main. Non, mais vas-y. Oui, il y a une tentative, enfin, c'est plus qu'une tentative, mais elle n'est pas coordonnée. Elle n'est pas. L'éditeur italien La Terza, n'est-ce pas, va publier le mois prochain une histoire mondiale de l'Italie, enfin Storia Mondiale dell'Italia. Pardonnez l'accent. C'est l'histoire nationale du monde. Hein, là. Bon, bref. Qui, effectivement, là, est je ne sais pas comment le qualifier, peut-être Patrick le qualifiera mieux, mais qui est une copie au sens, en tout cas, matériel. Il n'y a presque aucun auteur, sauf Mélanie Traversier, entre les deux livres, qui est une spécialiste de l'Italie, donc ça peut être justifié. Patrick, je crois, doit faire un avant-propos. Enfin, il l'a fait, sans doute, j'imagine, ça sort le mois prochain, enfin, j'espère. Mais attention, c'est pas un agent du Seuil qui est allé là-bas en disant tiens, regardez, essayez de faire ça, d'autant que le modèle national italien. Non, il raconte n'importe quoi. Non, c'est pas du tout un agent. C'est pas non plus une contrefaçon, c'est disons entre les deux. C'est-à-dire voilà, le fait que justement c'est pas une franchise. Donc, il n'y a pas grand-chose qu'on ait inventé là-dedans, ni les dates, ni l'histoire, ni le monde, ni la France. Donc, par conséquent, c'est offert à toute forme d'appropriation. Et effectivement, il y a une histoire mondiale de l'Italie qui sort. C'est de l'open source. C'est de l'open source. Voilà. Il y aura une histoire, je viens d'apprendre qu'il y a une histoire mondiale des Pays-Bas, une histoire mondiale du Portugal, qui va également... et c'est intéressant de voir ça. Et évidemment, nous, il va sans dire qu'on laisse faire. Enfin, voilà, ouais. Et avec un peu comme des entreprises comme les lieux de mémoire se sont dupliquées dans d'autres espaces géographiques. Alors, donc, oui, mais alors, une fois de plus, c'est curieux. Je reviens au genre pour répondre à la première question d'Emmanuel. Au fait, fondamentalement, est-ce que c'est pas un dictionnaire, c'est pas une chronographie, c'est pas une histoire de France, parce que justement, il y a cette impensée de l'auteur, de l'évangéliste national, qui tout seul va écrire du néolithique à la Seconde Guerre mondiale, comme s'il avait des connaissances toutes égales par ailleurs sur toutes ces périodes. Et ça, c'est la scène inaugurale, oui, je disais, de l'évangéliste national, qu'on peut trouver de Michelet à qui on veut, etc. Donc, effectivement, de ce point de vue-là, c'est une démarque. Mais ce n'est pas non plus la création d'un genre. Vraisemblablement, ce que les différents... D'abord, premièrement, parce que les constructions, je le disais quand Patrick m'a coupé la parole, les États, faire l'histoire mondiale de l'Italie, le rapport de l'Italie à la nation et à l'État est tellement radicalement différent. L'histoire mondiale de l'Espagne, vous voyez, par exemple, ce serait intéressant, là, en ce moment, l'histoire mondiale de l'Espagne. Ils sont peut-être déjà en train de l'imaginer. J'espère. Voilà. Mais donc, ça veut dire que fondamentalement, c'est comme un principe chimique. Il y a eu un certain nombre de règles du jeu, on pourrait dire. Les auteurs se les sont appropriés. Nous avons attendu en tant que coordinateur le résultat et nous avons essayé d'interpréter, je dirais, de structurer le résultat
Ça a donné 12 séquences, ça aurait pu en donner 13 si possible, ou 22. Il aurait pu y avoir 244 dates, il y en a 146, enfin, etc. etc. C'est une précipitation. Maintenant, effectivement, et je termine par là, pardon, il est possible que dans 50 ans, ce soit trop daté, et on l'espère d'une certaine façon. Parce que l'historiographie aura évolué d'ici là. Non seulement ça, mais c'est répondre à un contexte en particulier, de sortir à la fois d'un genre d'histoire de France qui est complètement, qui s'auto-reproduit, justement parce qu'on ne peut plus aujourd'hui seul écrire l'histoire de France ou l'histoire, a fortiori du monde, ça, on ne peut pas, et ça c'est quand même un engagement, fondamental. Et inversement, on a beaucoup d'innovations historiographiques récentes qui n'arrivent pas à accéder à la synthèse pour plein de raisons dans lesquelles on ne va pas rentrer maintenant, mais qu'on veut essayer de transmettre dans ce livre, comme l'a dit Bénédicte, en essayant une forme qui permette de la rendre transmissible. Pierre Saint-Garavelou, puis ensuite on donnera la parole à ça, parce qu'il y a sûrement très brièvement, rendre accessibles les innovations historiographiques, c'est super important. Et la forme, je crois, joue beaucoup dans la question que vous posiez, Emmanuel, dans cette forme de séduction. C'est-à-dire la forme n'est pas révolutionnaire, elle n'est pas nouvelle, mais en tous les cas, elle permet véritablement, c'est-à-dire ces 146 intrigues autonomes, elle permet une forme d'appropriation de cette histoire et de co-construction de cette histoire. Par le lecteur Par le lecteur. C'est-à-dire par le lecteur qui coproduit le sens, quelle que soit la forme littéraire. Là, en histoire, c'est particulièrement vrai avec ce livre, puisque les lecteurs reconnectent, ça a été dit par Patrick tout à l'heure, les différentes intrigues entre elles, parfois en prenant l'histoire à rebrousse-poil, puisqu'on sait maintenant que bien souvent, c'est le présent qui détermine le passé plutôt que l'inverse. Et ça, c'est quelque chose qui dit quelque chose de notre temps, puisque c'était un peu votre question, c'est-à-dire que les lecteurs n'ont plus envie d'être des consommateurs passifs, de lire une histoire de France écrite à l'avance, qui s'explique par elle-même, cette histoire des conteurs qui nous ont beaucoup critiqués. Et voilà, c'est une histoire qui est évidemment ouverte, plurielle, et qui se prête précisément à ce jeu sérieux que tu évoquais, Yann, à l'instant. Oui, avec le risque que le lecteur s'y perde un peu, Bénédicte Giraud, c'est-à-dire avec l'idée que peut-être il faut comprendre les règles du jeu avant même de jouer le jeu. C'est la lectrice que j'interroge. Ouais, moi, j'allais répondre en enseignante, il faut faire le pari de l'intelligence, oui. quoi. Bah, bien sûr, non, mais, bien sûr. Donc non, je pense pas qu'on se perde, parce qu'il n'y a pas une étude. Enfin, on n'est pas obligé de le lire du début jusqu'à la fin. Donc à partir de là, on peut prendre le temps, on peut faire des allers, on peut faire des retours, et on a cette liberté de lecture qui fait que. Non, je pense pas. Alors, on avait prévu dans cette discussion de laisser largement la parole à la salle, d'abord à ceux qui peut-être l'ont déjà lu et ont des remarques, des réflexions, des questions à ceux qui l'ont écrite, cette histoire mondiale de la France, et aussi à ceux et celles qui ne l'ont pas lu et qui voudraient avoir des précisions, qui ont des questions qui leur viennent de ce qu'ils ont lu sur cet ouvrage, de ces discussions qui ont eu lieu depuis 9 mois. Est-ce qu'il y a tout de suite une ou plusieurs questions qui se... oui, alors, hop, j'ai une question ici devant moi de madame. Attendez, on va vous passer un micro, mais il faut déjà que les micros arrivent. Voilà, levez-vous. On entend très bien, mais peut-être pas toute la salle. Allez-y, allez-y. Non, mais il y a un micro qui va arriver, j'imagine, mais allez-y, madame. Il arrive. Il est bon. où? Voilà. D'accord. Donc on a compris une partie et apprécié une partie des métaphores sur l'absence de tunique sans couture dans ce récit. Et on a saisi votre trame, celle des embranchements, etc. Et quelles ont été vos chaînes pour cette écriture? Alors d'abord, celle que vous vous êtes imposée, bah oui. Ne pas prendre les dates les plus connues, etc. Proposer des chemins traversiers. Mais également ce que vous n'avez pas réussi à faire. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont échappé? Est-ce qu'il y a des échecs dans ce projet? Mais c'est une très bonne question, évidemment. Super fail. Oui. Fail. Vous avez eu, justement, dans les échanges qui précèdent, quelques échantillons de la manière dont on a pu faire. On a pu d'abord construire une trame, justement, qui était la trame chronologique,
qui était celle que nous souhaitions tout de même voir structurer l'ensemble, et les dates étaient choisies, et on allait chercher des auteurs pour ces dates. Voilà. Dans d'autres cas, François-Xavier Fauvel vous l'a avoué, on a été chercher des auteurs leur demandant de choisir leur date. Et c'est pour cela qu'à la fin, il fallait coudre l'ensemble. Et ce faisant, c'est une histoire, vous voyez, qui a été, ça a été dit, qui ne s'excuse pas d'être collective, voilà, qui l'est parce que, d'une certaine manière, elle fait confiance à l'intelligence collective, justement, et qui ne s'excuse pas non plus d'avoir été écrite dans un certain contexte peut-être fébrile, hein, qui était effectivement le contexte de l'année 2016. C'est ce qui fait que c'est un livre exposé, au sens... Le contexte de l'année 2016, il faut rappeler que ce projet naît après, par exemple, les attentats de décembre 2015. Il commence au moment où s'achève le livre, c'est-à-dire peut-être le 11 janvier 2015, où, d'une certaine manière, la question de Michelet, ce ne serait pas trop de l'histoire du monde pour expliquer la France, s'invite brutalement dans les consciences ébranlées de celles et ceux qui font cortège ces jours-là, et pas seulement à Paris, de leur tristesse et de leur incrédulité, et qui se rendent compte que peut-être à ce moment-là, quelque chose de très embarrassant ou touchant, selon l'état où on est, en fait, eh bien, se déroule, c'est que le monde, ou ceux qui prétendent le représenter, semblent dire que ce qui se passe à Paris blesse quelque chose de la conscience universelle. Davantage, et c'est terrible de le dire, qu'ensuite au Bardo ou ailleurs. Voilà. Au Kenya, voilà. Et ouais. c'est quelque chose, au fond, dont il faut comprendre que c'est ce qui, à la fois, constitue la conscience historique de la France en tant qu'elle se prétend patrie de l'universel, et qui fait aussi l'embarras de nos concitoyens qui peuvent avoir le sentiment de vivre et de mal vivre dans une histoire trop grande pour eux. Bon. Donc il y a là effectivement une conscience historique. Il y a là évidemment une conscience historique qui est voilà, qui précipite les choses. Et de cela, effectivement, le livre porte témoignage. Et c'est pour ça que là qu'il est écrit vite. Voilà. Donc, à ce moment-là, on sait dans quel état on est, bien entendu. Il y a plein de choses que, on ne va pas dire on regrette, mais dont on constate aujourd'hui. Voilà, parce qu'on n'est plus dans le même état. Parce qu'on n'est déjà plus dans le même état, parce qu'au fond, voilà, si c'était, il y a bien d'autres choix qu'on aurait pu faire. Ce qui me revient, je ne veux pas parler trop longuement, mais au fond, si on se situe quelque part, on verra un certain nombre de choses, mais pas l'endroit d'où on le voit. C'est ce qu'on appelle le point aveugle. Chaque livre a son point aveugle, qui est précisément l'endroit où il se situe. Le point aveugle de ce livre, je commence à voir où il est. Il n'est assurément pas là où les censeurs nous disent qu'il est. Mais on le découvrira plus tard, justement. On verra, pas forcément de manière consternée ou accusateur, on verra ce qu'on n'a pas vu. Et on le verra avec autant d'évidence qu'on voit aujourd'hui... Qu'on voit Alésia naître au 19e siècle. Non, mais c'est vrai. Et donc, c'est une expérience qui a été tentée de ce à quoi pensent les historiennes et les historiens aujourd'hui. Et ils ne pensent pas à tout. Et ils n'ont pas réponse à tout. Et dans quelques années, on comprendra effectivement mieux ce que nous ne comprenions pas. Yann Potin, sur cette question, ces échecs, etc. Toujours difficile de parler après Patrick Bûcheron, quand même. Mais merci vraiment pour votre question sur les chaînes. Et par exemple, voilà, une des choses qu'on aurait pu imaginer, c'est précisément une notice sur Johnny Hallyday, Gabriel, mourir d'amour enchaîné. Voilà, ça c'était quelque chose. Moi, j'aurais aimé, par exemple. Voilà, on aille jusque-là. J'étais prêt à la faire. Voilà, voilà, donc, alors, on pourrait faire la liste, comme dans les vidéos gags, de tout ce qu'on aurait voulu, tout ce que... Voilà. Ce qui est important, je pense, si je comprends ce que tu viens de dire, c'est que en fait les chaînes, ce point aveugle qui est la macula finalement sur la photographie, c'est la même chose. Chaque photographie a
à son point aveugle, et chaque livre peut-être aussi à son point aveugle. Mais en tout cas, on a essayé de conscientiser au maximum nos chaînes en le faisant. Voilà. Alors, ces chaînes, elles sont d'abord matérielles, pas plus de 12 000 signes. Et 10 000. 12 000 pour Alésia. Voilà. Bon, mais non, mais sérieusement. Et en fait, ça, c'est quelque chose finalement qu'on oublie, c'est combien la forme conditionne et fait surgir des productions de sens inattendues. Donc il y a ces chaînes matérielles, il y a aussi bien sûr des chaînes idéologiques, sans doute, mais quand même la polyphonie. Je veux dire, là, on le dit, on le redit, les 122 auteurs, beaucoup ne se connaissent pas, la plupart ne se sont jamais rencontrés pendant ce livre. De ce point de vue-là, c'est un livre du monde numérique. Enfin, je veux dire, il s'est fait par les mails. Voilà. Donc c'est pas le complot. Et par exemple, cette phrase c'est une autre chaîne, la phrase de Michelet. Beaucoup de personnes nous disent, cette phrase de Michelet, elle crée le malentendu. Et c'est vrai qu'elle le crée. Mais cette phrase de Michelet n'a pas été cherchée au dernier moment comme le petit mot qui va... le pitch. Le petit pitch pour dire, regardez, c'est quand même une histoire de France et on est les enfants de Michelet. Et nous sommes les enfants de Michelet. Bref. Mais cette phrase, elle est à l'origine. C'est la seule chose que les auteurs ont eu, ou presque, comme cahier des charges d'écriture. Sur le mode, il y a cette phrase. Elle a été écrite en 1831 par Jules Michelet, qui n'avait pas encore écrit l'histoire de France, mais qui, dans un livre qui s'appelait L'Introduction à l'histoire universelle, enfin d'ailleurs ça on ne le précisait même pas, on suppose que les gens peuvent quand même regarder et connaître, faites-en ce que vous voulez. Comment vous la comprenez? Sous-entendu, avec une date, soit que vous aurez choisi, soit qu'on vous, non pas qu'on vous impose, mais qu'on vous suggère. Voilà. Et ça, c'était une autre chaîne, en fait. Mais cette chaîne, elle n'a, je pense que sur les 122 personnes, très peu de gens ont compris cette phrase de la même façon. Donc c'est peut-être ça qui donne aussi le caractère un petit peu respirant et non vectorisé, non téléologique de ce livre. Une autre question dans la salle aux auteurs de l'histoire mondiale. Monsieur devant, on va vous faire passer un micro. Il arrive. Merci. Patrick Boucheron nous a parlé d'histoire mondiale de la France, beaucoup. Il nous a fait allusion à l'histoire mondiale des Pays-Bas, l'histoire mondiale de l'Italie, de l'Espagne, etc. Je voudrais qu'il nous dise un mot sur une autre histoire mondiale qu'il a écrite ou parlé cet été, l'histoire mondiale de la grâce. De la grâce. Oui, la non, grâce. mais ça, c'était une manière. Je parle effectivement au banquet du livre, première semaine d'août. C'est dans les Corbières et normalement c'est fait pour que ça ne se sache pas. Hein, voilà, je ne l'écris pas et je ne le publie pas et normalement il n'y a pas de vidéo. Mais ça voulait dire aussi par ce petit clin d'œil que justement, mais ça je crois que Pierre pourrait en parler mieux, que tout est affaire au fond d'échelle et que si cette histoire mondiale, elle oublie au fond de considérer dans tous les sens du terme les paysages et les visages, si elle s'éloigne trop, si elle est stratographique, si elle est effectivement simplement hors sol, alors elle n'aura pas besoin de nous. Donc ça veut dire que de toutes choses, et même des choses les plus ténues, les plus menues, les plus localisées, les plus circonstancielles, on peut faire une histoire mondiale. C'était pas du tout pour justement franchiser un tour de main. C'était pas pour faire un objet dérivé. C'était pour montrer au fond la sincérité et la fragilité aussi de ce geste. Pierre Saint-Garavelou, justement, revenir sur cette question de l'emboîtement à l'échelle qui a été évoquée. Non, mais Patrick l'a parfaitement expliqué. C'est-à-dire que l'histoire globale telle qu'on la conçoit, ça n'est pas simplement une échelle, l'échelle du monde, c'est l'expérience du monde, le rapport à la mondialité, éventuellement le rapport à ce qu'on appelle la mondialisation. Donc, ce qui veut dire qu'on peut tenter une histoire globale de n'importe quel objet, je ne sais pas moi, un couvre-chef, un bibelot, etc. N'importe quel bourg ou village ou ville de France. Mais en même temps, ça ne fonctionne pas forcément comme une histoire de la mondialisation, puisque tout ne circule pas partout et tout le temps. Mais en revanche, ça nous dit quelque chose du rapport au monde
de notre objet d'étude. Donc voilà, donc c'est une grille qui, encore une fois, est indispensable. C'est une grille indispensable, il faut le rappeler, parce que, y compris sur des objets micros, puisqu'en fait, la plupart d'entre nous, nous travaillons sur des fragments d'histoire locale, régionale, nationale. Et cette histoire globale, cette histoire mondiale, fournit quand même un contexte qui, là, pour le coup, est indispensable pour contextualiser précisément, pour situer notre analyse locale, régionale, globale, qui souvent n'explicite pas, au fond, notre vision du monde. Bon. Il y a une question de l'épuisement, d'une certaine façon, de l'épuisement des lectures. C'est-à-dire que l'avantage de cet emboîtement dont vous parliez tout à l'heure, c'est justement qu'il enrichit chacun des niveaux dont il parle. C'est-à-dire qu'il y a une volonté à la fois presque démiurgique de tout embrasser et une impossibilité de le faire. Oui, c'est en ça que le procès en postmodernisme est totalement ridicule, parce que c'est une histoire qui se veut plus complète, avec des gains de connaissances concrets. C'est cette histoire plurielle, je dirais écrite à 122, c'est tout simplement parce qu'il s'agit de restituer des voix qui n'étaient pas, qu'on n'entendait pas dans cette histoire de France. Hein. Voilà, tu veux que je m'arrête? Ouais. Non. Des questions? J'essaye de regarder. Est-ce que monsieur devant, on va vous faire passer un micro. Est-ce qu'il y a d'autres questions pendant? Ça permettra de préparer. Monsieur aussi. Attendez. Alors, on a monsieur devant, le premier. Allez-y. Attendez, je ne vous vois pas. Là. Madame. Ouais. Ça va venir. Monsieur d'abord. On a pu voir, notamment sur Internet, un certain nombre de réactions critiques qui étaient de l'ordre du frénétique ou de l'hystérique contre votre livre. C'est peut-être pas nécessaire d'en parler, surtout que c'était parfois pathétique. Mais est-ce qu'il, dans les réactions analytiques ou critiques à votre livre qui ont été publiées, est-ce qu'il y en a un certain nombre que vous recevez? Bien sûr. Alors effectivement, ce n'est pas par mépris ni par dédain qu'on a souhaité ne pas parler des critiques de réception, même si d'une certaine manière, elles étaient toujours sous-jacentes. D'un mot quand même, effectivement, on a le sentiment d'avoir touché un nerf. Et donc, ça fait bouger des choses et qu'on ne veut rien d'autre que constater l'effet de vérité que ça a produit. Voilà, il y a un effet de vérité sur le champ intellectuel. Et si on veut nous dire ce que ça a fait, ce que ça a produit, ça a produit ce qu'un livre d'histoire peut produire, c'est-à-dire aller chercher dans le passé de quoi éclairer le présent. Et le présent, c'est notre débat intellectuel. Et de ce point de vue-là, évidemment, c'est tout à fait intéressant de voir quel écart, et c'est cet écart que nous voulons repeupler justement, il y a entre le débat idéologique incroyablement général et appauvrissant et la réalité des pratiques de l'enseignement ou de lecture. C'est-à-dire que ce que les lecteurs nous renvoient, c'est quand même un plaisir de lecture, de découvrir des choses, d'aller justement, comme l'histoire mondiale de la grâce, des personnages, Rachid, rabbin de Troyes, l'étang de Montady, asséché en 1247, l'Alliance française, enfin, plein de choses, et 1927, Marseille, les Arméniens, et avec une histoire des Aznavourians qui sont pris dans cet grand flot de l'histoire. Bon, voilà, c'est ça que nous renvoyaient au fond les lecteurs, et au fond, c'était pas du tout ressemblant au fond avec la critique idéologique, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de critique possible. Par exemple, le texte de Robert Darnton, qui est un texte... Robert Darnton, c'est le grand spécialiste de l'opinion publique, de la diffusion de l'encyclopédie, des idées pré-révolutionnaires au XVIIIe siècle. Et qui montre, et justement ça va avec cette question de la trame et de la chaîne, qui montre que d'une certaine manière, notre procédé narratif, il trouve au fond son point d'épuisement au XXe siècle probablement. Et qu'il y a un moment, et vraiment lorsqu'on s'approche de la Seconde Guerre mondiale, où d'une certaine manière, cet effet de Kadavrikski, où au fond chacun a écrit sa partie dans l'ignorance de ce qui allait la suivre, trouve sa limite et crée des enchaînements incontrôlés que, d'une certaine manière, qui sont peut-être moins heureux. Et ça, c'est quelque chose
tout à fait juste et qui n'est pas embarrassant, mais qui porte à penser. Oui, madame ou monsieur, là-haut, je ne vous vois pas. Oui, allez-y. Oui, merci. Monsieur. Est-ce qu'on peut revenir sur la légitimité d'avoir la préhistoire ancienne, la plus ancienne, je pense à la grotte Chauvet, dans ce livre? Quel est le lien entre la grotte Chauvet et la France, tout simplement? Deuxièmement, j'ai cru comprendre dans les propos de Yann Potin à propos de l'Italie, du Portugal et des Pays-Bas, qu'il y avait une sorte d'équivalence de sens entre histoire mondiale de la France et histoire nationale du monde. Est-ce que j'ai bien compris? C'est l'expression que vous avez employée. Donc j'ai peut-être mal compris. Oui. Est-ce que vous reprenez voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? C'était un mauvais jeu de mots, pardon. C'est juste que il y a un moment donné, en effet, on disait pour essayer de qualifier ce qu'on essayait de concevoir, sans savoir, comme dans le cas d'Avexki, quel allait être le résultat. On se disait c'était une autre chaîne. Il ne faut pas que cette histoire soit une histoire de la France mondiale. Et en même temps, il faut qu'elle en soit un petit peu dans cet aller-retour, puisqu'au fond, c'est toujours cette idée de bien entendu, il y a du Coca-Cola partout, dans tous les villages de France, depuis les années 30 et 50. C'est pas pour autant qu'on peut dire que, même si un archéologue, 2000 ans plus tard, va dire que la société française a été américanisée. C'est beaucoup plus compliqué, il y a des appropriations, etc. etc. Voilà. Donc c'est plutôt, en revanche, bien sûr, le récit colonial français ou sur la mission universelle et civilisatrice de la France, c'est une vision nationale du monde. Bon, alors juste pour la préhistoire, peut-être, sauf si François-Xavier veut aussi me... il se trouve que c'est François Bon qui a accepté, le préhistorien qui est professeur à Toulouse, qui a accepté d'ouvrir ces deux textes avec Boris Valentin sur la partie paléolithique. François Bon qui travaille aussi en tant qu'archéologue avec... Dans le même laboratoire que François-Xavier Fauvel. Mais la préhistoire, elle est aussi présente comme Alésia, ou plutôt comme aurait dû l'être Alésia, c'est-à-dire en 1860. Mais par concession, on l'a mis à -52, mais Alésia, comme Vercingétorix, surgit comme personnage historique au 19e. Je vous rappelle simplement, je le dis dans le texte, que Vercingétorix, encore au début du 19e, est considéré comme un titre. On pense que ça veut dire grand chef. On ne sait pas si c'est un personnage. Bon, donc la préhistoire est présente justement au début et à la fin. C'est une façon de dire, bien entendu, c'est pas le début de l'histoire. Le problème, c'est que nos moyens archéologiques ne permettront jamais. C'est conjurer le démon des origines, bien entendu. Et toutes les origines sont choisies. C'est ce que vous a dit François-Xavier, mais on s'appelle comme ça. Vous allez savoir leur surnom. À propos des arborescences généalogiques choisies. Donc, bien sûr, la préhistoire, c'est l'origine qu'à un moment donné, justement, qui n'a pas encore du tout mis à bas les mythes fondateurs de la nation au XIXe siècle, mais qui travaille, mais qui est qui veut mettre, par exemple, l'art universel spirituel au début. Donc, c'est vrai que dire que la grotte Chauvet, c'est juste une plus ancienne trace. Et comme d'habitude, le plus ancien n'est pas forcément le premier. C'était une façon de le rappeler. François-Xavier Fauvel. Imaginez qu'on ait commencé le livre par 732 ou par Vercingétorix. Imaginez la volée de bois vert que ça aurait été, et à juste titre. Quel était le bon commencement? C'est très difficile de savoir où est le commencement de l'histoire, et a fortiori de l'histoire nationale. Donc cette entrée par la préhistoire permettait d'ajouter un sas qui permettait justement de dire que la préhistoire n'est pas un commencement. C'est d'ailleurs ce que dit François Bon dans son chapitre sur Chauvet, en disant en gros, en racontant ce que c'est que Chauvet, mais en disant aussi, attention, en aucun cas ça n'est ici le vrai commencement. Voilà, donc je crois que c'était ça, c'était surtout de dérouter, voilà, de conjurer, puisque c'est décidément un mot qui marche, de conjurer ce démon voilà, du commencement. Ouais. J'avais vu une main qui s'est élevée par ici. D'autres questions peut-être. Mais oui, là-haut. Allez-y. Prenez le micro. Bonjour. Je tenais à vous remercier justement pour l'approche aussi archéologique aussi qui me paraît tout à fait primordiale. Et sur le coup, par rapport à la question précédente de monsieur, je suis totalement contre.
Pour moi, ça me paraît essentiel, et même de revenir avant la grotte Chauvet également, puisque c'est d'une certaine manière l'histoire mondiale de la France et l'histoire mondiale de ce qui s'est passé sur le territoire français. Et donc, quelles que soient les personnes qui étaient de passage. Donc, par contre, ma question, c'est peut-être un petit peu... ce serait sur... que penseriez-vous d'une histoire mondiale de la France écrite par des chercheurs en histoire, en archéologie étrangers, avec une vision qui leur serait propre? Je pense notamment, par exemple, à l'histoire des colonies, et donc avec une histoire, par exemple, écrite par des universitaires, notamment d'anciens pays colonisés par la France. Merci. Patrick Boucheron qui a pris le micro. Ah non, non, mais si, allez, c'est parti. Le livre est paru presque en même temps que celui dirigé par Jeanne Guéroux et Jean-Noël Jeannet, qui est l'histoire de France vue d'ailleurs. Et c'est assez intéressant aussi comme expérience. Et ce qu'on y... ou justement, par date également, mais avec la différence, l'histoire mondiale n'était pas vraiment suggérée dans cet autre cas. J'en profite d'ailleurs pour dire que si on avait osé, le bon titre eût été Histoire générale de la France, en se souvenant d'ailleurs que la Vis a écrit une histoire de France et une histoire générale. Et qu'on peut faire aussi de l'histoire générale, qui ne cherche pas les origines. Justement, dans l'histoire générale, on parle des Égyptiens, et on sait que ce ne sont pas nos ancêtres. Bon, et donc, histoire générale de la France, ça pouvait vouloir dire simplement qu'est-ce qui s'est passé en France, sans que nécessairement on le ramène au crible d'une histoire qui est quand même... Enfin, le moment national est quand même assez étroit pour désigner cela. Bon, donc, l'autre possibilité, pour dire la même chose, c'est de tester la différence qu'il y aurait entre une approche d'un même événement par un historien allemand ou voilà, est-ce que c'est fondamentalement différent? Quand on lit le livre de Jean-Noël Jeannet, on se rend compte que pas tant que ça finalement. Si on avait écrit le livre de Jean-Noël Jeannet au XIXe siècle, alors là on aurait eu des grosses différences sans doute. Mais aujourd'hui, l'effet de dépaysement, il est quand même assez limité. Et d'une certaine manière, c'est normal, puisque un historien, je sais pas, australien de la Révolution française, c'est d'abord un historien de la Révolution française. Il a les mêmes sources, donc il doit quand même arriver au même résultat. Et de fait, c'est ce qui arrive. De fait, un historien... je ne sais pas, nigérian de la colonisation, peut-être pas. Alors, c'est vrai que dans l'histoire de France vue des étrangers, ils étaient, disons, modérément étrangers. Hein. Voilà, ils étaient belges, américains. Voilà, donc effectivement, si on élargit la focale, on peut trouver effectivement un dépaysement plus fort. Pierre Saint-Garavelou, sur ce point. Oui, c'est très juste ce que dit Patrick Boucheron, c'est-à-dire qu'en fait, une histoire impériale de la France qui serait rédigée par les très grands chercheurs aujourd'hui qui sont issus des anciens pays colonisés, qui enseignent à Columbia, Harvard ou à Londres, c'est à peu près ce que nous faisons aujourd'hui ici, par exemple en France. Parce qu'il y a une mondialisation de la recherche aussi. Parce qu'il y a une mondialisation de la recherche, et en fait la vraie question derrière, peut-être, c'est une nouvelle réflexion sur les catégories de l'entendement historique et surtout l'historicité. C'est-à-dire retravailler sur les historicités des sociétés autochtones, leur rapport au temps, au passé, au présent, au futur, pour renouveler notre regard sur ces histoires. Une autre question, est-ce que des enseignants se sont déjà emparés de ce livre pour mettre en place certaines séquences de leur enseignement, comme le suggérait Bénédicte Giraud, ou pas, peut-être pas, mais ça m'intéressait de voir ce que vous en aviez fait, si vous aviez fait quelque chose de cela. On attendra peut-être un peu. Oui, je vois pas de... Allô, oui, bonjour. Là, bonjour. Oui, pardon, allez-y. Oui, je suis enseignant du second degré, mais c'est pas une question vraiment de didactique du second degré. Non, c'est bon. J'imagine que dans le cadre du travail que vous avez effectué, bon, évidemment, chacun écrit ses parties, etc. Mais il y a aussi une élaboration collective à certains moments. Ce que je voulais savoir, en quelque sorte, c'est s'il y avait eu bon, parce que on peut dire sous une certaine forme que ça représente une somme, bon, éventuellement, enfin un début de somme. Est-ce que dans les questions, les éclairages mutuels qu'il y a pu avoir, ça a déclenché des réflexions, des nouvelles pistes
paradigmatiques, épistémologiques sur certaines questions, des gens qui ont travaillé ensemble et qui se sont dit tiens, hop, ça, cet éclairage qu'on fait ensemble, ça donne une nouvelle piste, ça donne quelque chose de nouveau. Est-ce que le livre a déjà permis de rebondir sur des nouvelles questions qui ont pu être nourries ensemble? En gros, est-ce que les auteurs se sont lus eux-mêmes, enfin, ont lu les autres du même ouvrage? On leur a envoyé le livre, donc là maintenant ça fait 9 mois, on peut espérer que... Non, mais je pense qu'il y avait effectivement, on a parfois demandé à des historiennes et des historiens d'écrire vraiment, je dirais, au creux de leur spécialité. Voilà, quand on demande à Sylvie Thénault d'écrire un 1958, d'ailleurs, c'est déjà intéressant en soi, puisqu'elle montre comment, d'une certaine manière, qu'il y a une histoire algérienne de 1958, ça on le savait, mais au fait, qui est liée à la volonté du FLN d'internationaliser le conflit en 1958. Bon, mais elle est sur son terrain. En revanche, effectivement, François-Xavier Fauvel, lorsqu'on lui demande de parler de Poitiers ou de ses abords, il n'est pas sur son terrain. Et on voit quel dégât ça produit, malheureusement. Mais je pense que cela... alors, est-ce que ça a suscité des vocations? En tout cas, moi, ce que je pense, c'est que nous souhaitions... assurément pas faire école, et pas, effectivement, mais en tout cas, encourager ou réencourager. Alors d'abord, effectivement, un métier, une profession, que ce soit celle du livre, celle des historiennes et historiens de métier, pour réorienter vers, effectivement, un public plus large. Et aussi des nouvelles formes de narrativité. C'est ça, au fond. Maintenant, si ça suscite des idées, nous en serions ravis. Enfin, je ne peux pas vraiment vous répondre au-delà de ça, qui est qu'à partir de maintenant, on souhaite continuer à se laisser surprendre, puisque avoir dirigé ce livre, c'est en avoir été le premier lecteur. Et être le lecteur de choses qu'on ignore, pour la plupart, quand même, c'est aussi savoir se créer des surprises. Et ça, c'est quand même l'histoire. L'histoire qu'on aime, c'est un art de se créer des surprises. Donc, on ne souhaite rien tant que ça continue, en fait. François-Xavier Fauvel, en lisant ce livre? Non, parmi les instructions rares qui ont été données par les coordinateurs du livre, qui tenaient en quelques phrases, il y avait « Faites-vous plaisir ». Et voilà, c'est intéressant comme cahier des charges donné à des rédacteurs de... Je n'ai pas ce souvenir, cette phrase-là. Non, mais... C'est comme dans les... Ça a peut-être été envoyé par SMS. C'est comme dans l'intertexte des bandes dessinées, on croit avoir vu quelque chose qui n'y était évidemment pas, mais les cases... Mais je comprends mieux maintenant, c'est une information entre les lignes, intéressante. il a lu ça. Il devait être dans un bon Sa moment. boîte mail a été hackée, en fait. C'est bien. Il fallait se faire plaisir. Il fallait être très très libre sur l'approche et aucune approche n'était contrainte, ni celle de l'historiographie, ni celle de la date obligatoire évidemment, ni celle. Bon. Et ce plaisir-là, oui, il crée des choses. Les directeurs de l'ouvrage comprennent enfin pourquoi il a choisi cette date, parce que c'était pas celle qu'on lui avait suggérée. Il s'est dit, je vais faire plaisir. Il fallait se faire plaisir. Et en cherchant à se faire plaisir, il fallait faire plaisir aux lectrices et aux lecteurs. Voilà, et ça fait probablement bouger des choses. Est-ce que ça crée des vocations? Ce serait évidemment très prétentieux de le dire, mais régénérer en tout cas le plaisir de la lecture en histoire, refertiliser le plaisir de la lecture en histoire, c'est effectivement quelque chose d'important. Voilà, je pense que nous avons terminé ce tour de discussion autour de la publication de cet ouvrage, Histoire mondiale de la France.